Imaginez-moi à 22 ans, me lançant dans le monde des rencontres via une application, où j'ai fait la connaissance d'un gars que je vais appeler Hunter. Pendant un peu plus d'un mois, nous sommes sortis ensemble 4 fois. Au début, tout semblait bien se passer. Notre premier rendez-vous était un café rapide, moins d'1 heure, une sorte de sélection pour m'assurer qu'il semblait normal. Notre deuxième rendez-vous nous a conduits dans un bar à proximité pour prendre un verre, et nous nous sommes bien amusés, riant et profitant de la compagnie l'un de l'autre. Le troisième rendez-vous était un dîner, et c'est là que des doutes ont commencé à surgir. Je me suis demandé si je me connectais vraiment à sa personnalité, ou si quelque chose chez lui me semblait légèrement étrange, sans que je puisse mettre le doigt dessus. Ce dîner s'est terminé par un baiser, le seul que nous ayons jamais partagé, et je me suis convaincue que puisque je l'avais laissé faire, tout devait aller bien. Mais quelques semaines plus tard, nous avons eu notre 4e et dernier rendez-vous. Nous sommes sortis boire un verre à nouveau, mais cette fois, j'y suis allée avec moins d'enthousiasme. J'ai prêté plus d'attention aux petites bizarreries dans son comportement, que j'ai réalisé être assez inhabituelles. C'est difficile à expliquer, mais ses manières dégageaient une vibe antisociale et presque effrayante. Il a bu bien trop ce soir-là et est devenu très susceptible, essayant de m'embrasser à plusieurs reprises au bar. Je ne suis pas fan des démonstrations d'affection en public, surtout pas dans un bar bondé. J'ai poliment repoussé ses avances, et en quelques minutes, j'ai mentionné que j'étais très fatiguée, sous-entendant qu'il était temps de partir. Il a demandé l'addition, l'a payée, et nous avons pris nos manteaux pour sortir. En marchant vers nos voitures, il m'a arrêté et m'a demandé, assez directement, si nous pouvions rentrer ensemble. J'ai répondu, pas ce soir, je suis fatiguée et j'ai du travail demain, ce qui était un mensonge. Il a insisté de manière choquante, disant qu'il m'avait traîné au travail demain, et ainsi de suite. J'ai trouvé cela absurde, qu'il soit ivre ou non. Je n'étais pas non plus à l'aise à l'idée qu'il conduise en état d'ivresse pour rentrer chez moi. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne le reverrais plus. Je me suis dirigée vers ma voiture de l'autre côté de la rue et j'ai conduit lentement jusqu'à chez moi, prudente car j'avais bu quelques verres. Je n'étais pas ivre, mais je restais vigilante, scrutant les environs à la recherche de policiers. Peut-être est-ce pour cela que j'ai remarqué qu'une même voiture me suivait après 3 virages. À un feu rouge, j'ai réalisé que cela ressemblait à la voiture de Hunter. Je lui ai envoyé un texto. « Est-ce que tu me suis ?» Il m'a répondu rapidement. « Oui, je veux juste m'assurer que tu rentres bien, d'accord ?» Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu, étrange et franchement terrifiant. Je me suis arrêtée et lui ai envoyé un texto pour qu'il cesse de me suivre, insistant que j'allais bien. Il s'est arrêté au milieu de la rue pendant 1 seconde, probablement pour lire mon message, puis il est parti. Plus tard, alors que j'étais au lit, il m'a envoyé un autre message. « J'espère que je ne t'ai pas fait peur ce soir. Désolé, j'étais tellement saoule la prochaine fois. Faisons quelque chose de plus discret, comme un dîner chez moi. » Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, il a écrit « Oh non, l'ambiance est morte. » J'ai attendu avant de répondre, mais moins de 2 heures après, il m'a envoyé un point d'interrogation. Pour éviter que ça n'empire, j'ai écrit « Salut, j'ai passé un bon moment à te connaître, mais je pense que nos personnalités ne s'accordent pas vraiment. Je veux aussi me concentrer sur moi-même en ce moment. J'espère que tu comprends. » C'est là que les textos furieux ont commencé à arriver, le pire étant « Non, je ne comprends pas, tu m'as fait attendre 4 rendez-vous pour me dire ça. Pourquoi ne pas me rembourser la moitié de tout ce que je t'ai acheté ?» D'autres messages colériques ont suivi, certains contenant des détails personnels que je ne partagerai pas, mais ils m'ont poussé à le bloquer. Je pensais que c'était fini, mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des appels incessants de numéros inconnus. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce qu'ils semblent enfin comprendre et s'arrêtent. Le lendemain, alors que mes parents étaient absents, je suis rentrée du travail et j'ai trouvé un bouquet de fleurs sur le perron avec une carte des excuses de Hunter, me demandant une seconde chance. D'une manière ou d'une autre, il savait où j'habitais, ce qui m'a profondément perturbée. Il devait penser que cela semblait charmant, mais c'était incroyablement intrusif. Je lui ai envoyé un dernier texto ferme, lui disant de ne plus me contacter ni de venir chez moi, sous peine de demander une injonction restrictive. J'ai bloqué son numéro pour ne pas voir sa réponse. Je croyais que c'était terminé, mais je ne pouvais pas avoir plus tort. Peu après, seule chez mes parents une nuit, leur maison est grande, ma chambre en mezzanine étant le point le plus élevé, je me suis réveillée à cause d'un bruit indistinct. Au début, je n'étais pas sûre de ce que c'était, mais j'ai senti des sons venant d'en bas. J'ai écouté attentivement et j'ai entendu une porte s'ouvrir de l'extérieur. Personne n'était censé être à la maison cette nuit-là.
Même dans mon état de réveil groggy, j'ai immédiatement pensé à un intrus. Je me suis glissé hors de mon lit, me suis caché dessous, et j'ai appelé le 911, tout en envoyant un texto à ma famille pour demander qui était là. J'ai entendu des bruits lointains venant d'une autre pièce, puis la porte de ma chambre s'est ouverte, et des pas ont monté les escaliers recouverts de moquettes. En haut, un silence s'est installé, la moquette étouffait tout bruit. Puis, j'ai entendu les tiroirs près de mon lit s'ouvrir. J'ai couvert ma bouche pour étouffer ma respiration, mon cœur battant à tout rompre. Une voix d'homme a murmuré « de merde » et j'ai pensé « attends, ça pourrait être la voix d'Hunter ». Je suis resté immobile, priant pour que mon téléphone ne reçoive pas de notification. Plus de fouilles a suivi alors qu'il explorait ma commode, puis j'ai senti le lit bouger lorsqu'il s'est assis dessus. À travers la jupe du lit, j'ai vu le contour de 2 chaussures dans l'obscurité. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il est resté là 2 ou 3 minutes avant de se lever, marmonnant « Fing » à voix basse. Les tiroirs se sont fermés, et j'ai entendu ses pas redescendre les escaliers, la porte se fermer, et les bruits s'éloigner vers le salon. J'ai rappelé le 911, chuchotant pour plus de sécurité, restant sous le lit 10 à 15 minutes jusqu'à l'arrivée d'un officier. Le rejoindre à la porte était tendu. Je lui ai expliqué ce que je savais, et il a fouillé la maison pendant qu'une autre officière nous rejoignait. Ils ont trouvé toutes les fenêtres déverrouillées, y compris celle de la salle à manger, assez grande pour qu'on puisse s'y faufiler, bien que personne n'ait imaginé cela à travers le buisson dehors. J'ai donné une déclaration verbale, reçu un numéro de rapport, et ils sont partis. Quand mes parents sont revenus, déjà au courant par mes textos et appels, nous sommes allés au poste de police avec le rapport, fournissant des captures d'écran, y compris son aveu de m'avoir suivi. Ils ont promis d'enquêter, mais sans preuve solide que c'était lui à l'intérieur, c'était compliqué. L'affaire a perdu de l'élan, mais j'ai obtenu une ordonnance restrictive et on m'a conseillé de ne jamais l'accuser d'effraction ni de le recontacter. Heureusement, il ne l'a pas fait, mais jusqu'à ce que je déménage de chez mes parents, je me sentais mal à l'aise, craignant parfois qu'il trouve ma nouvelle maison. Musique, imaginez-moi en 6e, lorsque tout a commencé, pendant la semaine d'Halloween, restant tard à l'école pour décorer une maison hantée pour le festival de l'école. Je restais souvent avec des amis, dont un que je vais appeler Fouleur, profitant de pizza pour nos efforts. Un autre enfant restait tard aussi, que je nommerai Chris. On s'entendait bien pendant ces heures après l'école, et il ne m'a jamais donné de raison de me sentir mal à l'aise, un enfant drôle et cool. 2 semaines plus tard, un groupe de filles de ma classe m'a abordé, excitée avec de grands sourires. Je leur ai demandé ce qui se passait, et elles m'ont révélé que j'avais un admirateur secret qui m'enverrait un message ce soir-là. Je mentirais si je disais que je n'étais pas curieuse. Plus tard, alors que j'allais me coucher, une notification Messenger a surgi, ma seule appli pour discuter avec mes parents quand j'étais seule. C'était de Chris, que j'avais ajouté sur Facebook à Halloween. Je l'ai ouvert, et il a écrit « Maya, j'ai besoin de te parler ». Inquiète, j'ai répondu « Oui, qu'est-ce qui ne va pas, tu vas bien ?» J'aimerais ne pas avoir répondu. Les bulles de frappe ont duré 2 minutes, un temps interminable, jusqu'à ce que son message arrive. Je n'étais pas préparée à ce qui suivait, un long paragraphe confessant son amour, comment je l'avais rendu fou depuis Halloween. Il expliquait avoir essayé de m'impressionner à la récré avec ses talents de footballeur, frustré que je ne l'ai jamais remarqué. Il a terminé par « J'en ai marre d'être ignoré, alors je suppose que ce que je veux dire, c'est « Veux-tu être ma petite amie ?» J'ai grimacé à chaque mot, fixant le message, pensant « C'est quoi ce bordel ?» Je le connaissais à peine et m'étais éloignée de lui. Je cherchais une manière douce de le repousser, ne voulant pas le blesser. Je lui ai dit que je ne l'aimais pas de cette façon et que je voulais juste être amie. Sa réaction montrait qu'il n'aimait pas ça, il n'arrêtait pas de demander pourquoi, me forçant à trouver des raisons jusqu'à ce qu'il cesse de répondre. Le lendemain matin était un cauchemar. Ses amis venaient me voir, disant que Chris voulait m'embrasser, se vantant à la classe qu'il le ferait même si ça signifiait me coincer. Prenant cela comme une menace, je l'ai dit à ma prof, qui m'a gardée à l'intérieur pendant la récré et le déjeuner, me disant de revenir en classe s'il s'approchait. Ce n'était pas assez, je l'ai dénoncé au directeur, qui m'a assuré qu'il agirait, me soulageant. Je dois noter que j'habitais en face de l'école, ce que tout le monde savait, y compris Chris, ce qui mène à ce qui s'est passé ensuite. Plus tard dans la semaine, en rentrant à pied, je n'étais pas à la maison depuis 2 minutes qu'on a frappé à la porte. En jetant un œil, j'ai vu quelqu'un se baisser derrière une voiture garée de l'autre côté de la rue, sûrement Chris, qui m'avait suivi. Ma mère a ouvert la porte pour trouver une note au sol, à mon nom. En la lisant à voix haute,
Elle promettait une surprise sous la Cadillac de mon frère dans l'allée. Elle a vérifié mais n'a rien trouvé, bien qu'après cela, la Cadillac ait cessé de fonctionner. Je n'ai jamais su ce que Chris a fait, mais mon frère a dû la vendre. Mon calvaire ne s'est pas arrêté là, les amis de Chris me harcelaient, m'encourageant à lui donner une chance, disant qu'il me traiterait bien. Une fois, je l'ai surpris en train de me photographier en rentrant chez moi. Le clic de l'appareil iPhone à peine audible. Qui sait combien de photos il avait? Chaque matin, je me réveillais avec des messages comme « J'ai hâte de te voir à l'école » ou « Je parie que tu seras belle aujourd'hui ». La traque empirait, augmentant mes peurs pour ma sécurité, surtout qu'il savait où j'habitais. Enfin, une conseillère m'a appelée, et je me suis sentie soulagée, m'attendant à ce qu'elle dise que Chris aurait des ennuis ou que la police interviendrait. Au lieu de cela, j'ai entendu pire, elle m'a dit que les garçons font des choses folles quand ils sont amoureux, que je ne devrais pas être en colère, que je devrais me sentir flattée, et apprendre de cela. À l'époque, je ne voyais pas le problème, la croyant. Mais maintenant, c'est troublant de penser qu'on dise cela à une élève de 6e, harcelée sexuellement et craignant pour sa sécurité quotidiennement. Cet après-midi-là, j'ai tout raconté à ma mère, qui était furieuse. Nous avons rencontré le directeur et la conseillère à nouveau cette semaine-là, ma mère demandant « Que attendez-vous qu'il lui arrive quelque chose de grave ?» Elle a demandé pourquoi l'action prenait tant de temps. Ils sont restés silencieux. Elle a mis fin à cela, menaçant la conseillère de ne plus jamais me parler sans sa présence. Malheureusement, je ne pense pas que Chris ait été puni, ce qui m'énerve encore. Cela ne s'arrête pas là. Une nuit de week-end, alors que mes parents faisaient des courses, j'allais me coucher après une vidéo sur mon iPad quand j'ai entendu un bruit à ma fenêtre. Au 2e étage, c'était étrange, seuls les oiseaux la heurtaient par accident. J'ai écouté, me penchant, et ça s'est reproduit, comme si on lançait quelque chose, puis un tapotement constant. Ça m'a terrifiée. J'ai rassemblé mon courage pour vérifier. Mon cœur s'est serré en ouvrant le rideau pour voir Chris en bas, tenant des pierres, prêt à en lancer une autre quand il m'a repéré. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait, mais j'ai vérifié que toutes les fenêtres et portes étaient verrouillées. De retour dans ma chambre, 4 messages de Chris sont apparus. Pourquoi es-tu parti? Je veux juste parler. Je suis désolée, je voulais juste un baiser. Pardonne-moi, tu n'es pas celle que je pensais. Adieu. Je l'ai bloqué après ça. Heureusement, il n'y a plus eu d'incident, bien que je l'ai vu jusqu'au lycée. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il a été arrêté, Dieu sait pourquoi. La partie la plus triste est que la conseillère m'a dit que ce comportement était un compliment et une leçon pour moi, une fille. J'espère qu'elle ne travaille plus avec des enfants et que je ne reverrai jamais Chris. Je tiens à rester aussi anonyme que possible, c'était un événement grave qui m'a laissé avec un SSPT, me hantant encore. Je vais changer tous les noms et villes pour protéger mon identité. J'ai été solitaire la plupart de ma vie, dès le plus jeune âge, même à l'école primaire, où les enseignants disaient à mes parents que j'avais des problèmes de comportement antisocial. J'étais même dans des cours spéciaux de 20 minutes pour la parole et le comportement. Je ne comprenais pas pourquoi, contrairement à mes camarades. Au collège, les pressions sociales ont augmenté, les enfants formant des cliques, et ces pressions se sont intensifiées. Je n'avais pas de troubles d'apprentissage, juste des difficultés sociales qui se sont améliorées avec l'âge, bien que je reste introvertie et maladroite. J'ai fait des amis proches, dont je suis reconnaissante, mais parlons maintenant des filles. Être une recluse sociale signifiait des problèmes avec les femmes. Je ne serai pas trop graphique, mais ça lie à mon histoire. J'ai perdu ma virginité à 21 ans tard, dirais-je, ou peut-être 23. À ce moment-là, j'avais quitté la maison de mes parents, j'avais un emploi bien payé dans mon domaine depuis des années, et j'ai acheté une maison de ville dans ma ville natale, abordable mais impressionnante, sur 2 étages, le genre d'endroit qui impressionnerait les filles à 23 ans si vous en étiez propriétaire. Je n'y vis plus, mais à l'époque, en sweepant sur Tinder, j'ai rencontré une fille sympa que je vais appeler Émilie. Nous sommes allés à un rendez-vous dîner dans un restaurant à proximité. J'étais dans ma tête, craignant qu'elle me juge ou que j'agisse bizarrement, et à la fin, je pensais qu'elle ne voudrait plus me revoir. Mais plus tard, au lit, elle m'a envoyé un texto disant qu'elle m'aimait vraiment et qu'elle s'était amusée. J'étais extatique. Nous sommes allés à un 2e, 3e et 4e rendez-vous, les choses allant bien une fois que j'ai arrêté de trop réfléchir. Nous sommes devenus petite amie et petite amie rapidement, mais la phase de lune de miel n'a pas duré. Quand vous commencez à voir quelqu'un, chaque message ou appel vous excite, vous désirez de l'attention idéalement réciproque. Mais bientôt, j'ai senti qu'elle m'envoyait trop de messages, me demandant où j'étais, ce que je faisais, ou envoyant des points d'interrogation si je tardais.
Un jour, sur le canapé, elle a exigé qu'on partage nos localisations. Je n'étais pas ravie, malgré n'avoir rien à cacher, mais j'ai accepté. Quelques mois dans notre relation, avec les localisations partagées, les choses ont mal tourné. Elle me demandait pourquoi j'étais chez Phil sans répondre, et ça a empiré. Une nuit, chez Phil avec Marc dans le sous-sol, elle s'est pointée. La mère de Phil l'a amenée en bas, et Émilie n'a pas caché sa colère, me réprimandant bruyamment pour avoir ignoré ses textos sur une visite dans un vignoble. Je lui ai demandé de parler plus tard, mais elle a insisté pour que je parte avec elle. Je me suis excusée auprès de mes amis et suis sortie. Nous nous sommes disputés dans la rue. Elle voulait rentrer avec moi, mais j'ai dit non. Nous sommes partis séparément, et je lui ai dit de ne pas me suivre alors que je rentrais, lui envoyant un long texto disant que j'avais besoin d'une pause et d'espace. Aurais-je dû le faire en personne ? Probablement, les ruptures par texto ne sont pas justes, mais j'avais peur de sa réaction en face. Elle a appelé sans arrêt, inondant mon téléphone de textos. Quand j'ai cessé de répondre, des coups agressifs et des sonneries de sonnette ont frappé ma maison de ville. Mon voisin est intervenu, lui demandant ce qu'elle faisait, et j'ai entendu Émilie crier que j'étais un imbécile. Il lui a calmement dit de rentrer. J'étais secouée, pas que son comportement soit sorti de nulle part. Il y avait des signes que j'avais manqués dans l'euphorie initiale. Le lendemain, j'ai cessé de partager ma localisation, et elle a explosé, comme si elle vérifiait obsessionnellement. J'étais de plus en plus sûre de couper les ponts. Mon dernier texto était « Désolée, Émilie, je dois te bloquer un moment, tu me fais peur ». Étonnamment, elle n'est pas venue, mais j'ai remarqué qu'elle avait aussi arrêté de partager sa localisation. Une semaine plus tard, de retour chez Phil, je suis partie vers 23h et suis rentrée. J'avais faim mais pas sommeil, alors j'ai mis de la nourriture au micro-ondes et me suis allongée sur le canapé pour trouver un film d'horreur. Le micro-ondes a sonné, et le silence est tombé, puis un clic ou un bruit sourd de la salle à manger. Ma maison de ville formait une boucle, de la cuisine à la salle à manger, au salon-bureau, séparée par un mur, la salle à manger avec une porte. J'ai coupé le son de la télé et entendu la porte entre le bureau et la salle à manger s'ouvrir. J'ai crié « Qui est là ?» Pas de réponse. En entrant, mon sang s'est glacé en voyant la porte ouverte. Je garde toujours les portes fermées. J'ai pris le plus gros couteau de cuisine, appelé le 911 ma première fois et annoncé à voix haute que j'étais avec la police, espérant dissuader quelqu'un. J'ai dit « Je pense que mon ex-folle a fait irruption, envoyez de l'aide ». L'appel a détaillé tout, et ils m'ont conseillé d'attendre dehors. Un officier est arrivé vite, j'ai expliqué, et nous avons fouillé sous les lits, dans les placards, même le petit grenier. Personne n'était là. Il m'a dit de rappeler si j'entendais quoi que ce soit, me croyant. Secouée, j'ai mangé ma nourriture froide, verrouillé ma porte de chambre, et envoyé des textos à mes amis et famille. Sans personne trouvée, j'ai pensé que c'était un bruit de maison effrayant, pris de la mélatonine, et me suis endormie. Mais je dors légèrement, quelque chose m'a réveillée. En vérifiant mon téléphone, des textos d'un numéro inconnu, ceux d'Émilie, m'avaient réveillée. En survolant son paragraphe, elle s'excusait, me suppliait de parler demain, et envoyait « Es-tu réveillée ?» 8 fois. J'ai répondu « Pourquoi es-tu debout ? C'est fou, tes textos ce soir confirment que je ne veux plus rien avoir avec toi. Laisse-moi tranquille. » Quelques secondes après, un cri de mon placard, Émilie hurlant « Non !» Et la porte s'est ouverte. J'ai bondi hors du lit, ouvert ma porte de chambre, et l'ai maintenue fermée alors qu'elle essayait de forcer, poignardant à travers avec un couteau. J'ai crié « Bébé, je t'aime, arrête !» Pas « Tu es malade !» Et elle s'est calmée. J'ai rappelé le 911 en silence, tenant la porte, parlant à travers, débitant des mensonges sur une période difficile mais que je l'aimais, voulant me remettre avec elle. Elle a dit, frénétique, que c'était tout ce qu'elle voulait entendre, me demandant pourquoi je n'étais pas honnête, exigeant que j'ouvre. J'ai temporisé, lui disant de lâcher le couteau. Elle a accepté, et j'ai entendu le couteau heurter le mur et le sol. Alors, qu'ai-je fait ? J'ai ouvert la porte, plaqué Émilie au sol, et l'ai maintenue, criant mon adresse dans le téléphone toujours connecté au 911. La police a enfoncé la porte d'entrée, montant rapidement, et l'a menottée alors qu'elle pleurait hystériquement. J'étais trop choquée pour pleurer. Un long processus juridique a suivi pour la condamner. Elle est en prison pour des accusations graves. Cela ne me rend pas heureux, c'était quelqu'un avec qui j'ai passé du temps quotidiennement, que je pensais aimer, qui a essayé de me tuer. Sa fragilité mentale me blesse,
Et je regrette mon engouement initial et mon manque de confiance, manquant les signaux d'alarme précoces. Cela restera gravé en moi. Mais partager cela anonymement me soulage.